Salut à tous, vous écoutez l'épisode numéro 5 de Cas d'école. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai rencontré Mathieu qui a 26 ans et qui va nous parler de son rapport à l'école. Bonne écoute. Eh bien bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de ta présence. Merci de ton invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton parcours scolaire? Oh là là. Dans l'ordre que tu veux, en commençant où tu veux et en t'arrêtant où tu veux. Est-ce que j'essaie de ne pas suivre en ordre chronologique pour égayer la curiosité et l'intérêt de l'auditeur? Non, parce que je vais pas y arriver. C'est difficile dans l'ordre chronologique de véritablement commencer, parce que en y réfléchissant un peu, je me suis dit que beaucoup de mes souvenirs des débuts à l'école étaient en fait probablement des faux souvenirs que je me suis constitués à partir des souvenirs de ma sœur allant à l'école, qui a 3 ans de moins que moi, et donc évidemment, quand on est tout petit, qu'on se souvient pas trop de sa scolarité, j'ai beaucoup projeté des choses sur comment je les ai vécues, quand ma sœur en fait les a vécues 3 ans après moi, et donc j'étais un peu plus âgé. Toujours est-il que je pense qu'en fait ma scolarisation au sens propre, elle a commencé à la crèche. Oui, c'est vrai qu'on parle jamais de la crèche. Ouais, parce que pour une raison qui est assez importante, c'est que en l'occurrence la crèche dans laquelle j'ai été était très très proche géographiquement de l'école maternelle puis primaire dans laquelle j'ai été ensuite, et justement comme ma sœur me suit 3 ans après, ça a été 2 lieux qui ont été vachement connectés du point de vue de les allers-retours avec les parents et comment est-ce que dans l'espace j'ai situé les deux. Donc, et puis évidemment c'est une première expérience de la scolarisation dans la manière où où j'ai appris à fréquenter les autres. J'ai très peu de souvenirs à part être un peu angoissé parfois et de coller un peu les gentilles dames qui s'occupaient de nous. Tu t'en rappelles de ça? Ouais, un peu, ouais. Okay. Ouais. C'est un souvenir très confus, je pense un peu traumatique. En général, les souvenirs qui restent comme ça, surtout si jeune, c'était un peu... Ouais. Voilà, donc ensuite j'ai été scolarisé à 3 ans à l'école maternelle, dans le privé. Donc j'ai fait la scolarité primaire, maternelle et primaire dans le privé. La raison que mes parents ont donnée à ça, c'était que par souci justement géographique, c'était plus près de la crèche où on était, ma sœur puis moi, pas moi puis ma sœur. Et du coup, ça permettait de simplement gagner du temps. Donc je me suis retrouvé dans le privé, peut-être par accident. Bon, je sais pas si les motifs donnés par mes parents sont tout à fait honnêtes. Enfin, j'ai pas de raison de pas les croire, en tout cas là. Donc voilà. Donc bon, évidemment, j'ai très peu de souvenirs de l'école maternelle, beaucoup des souvenirs des lieux, mais très peu de ce qui s'y passait. Voilà, pour le maternel, le primaire, qui ont été des années, je pense, assez faciles. Peut-être compliquées à l'école maternelle, parce que dans l'apprentissage des règles de l'école, c'était un peu complexe. On avait une maîtresse en moyenne section qui était un tyran, et qui était connue notamment pour mettre du gros scotch sur la bouche des élèves quand ils bavardaient en classe. Sérieusement? Ouais. Ouais. Bon, ça m'est arrivé. Non, elle était assez connue pour être problématique, mais pour une raison qui m'échappe un peu, elle a été vachement protégée par l'école, et voilà. C'est tellement choquant. C'est assez drôle parce que des années après, j'ai appris par ma tante qui est instite que ma tante avait eu des sortes de réunions, pareil qui étaient en privé, donc pédagogique, et dans laquelle cet institut qui foutait du scotch sur la bouche de ses élèves expliquait à quel point elle faisait attention au bien-être des élèves et à une forme de pédagogie réfléchie et tout. C'était assez drôle, en confrontation avec ce que ma tante savait par ailleurs, puisque nous on en savait aussi comment elle se comportait. Bon, ça m'a pas traumatisé, je pense que c'est genre un souvenir plus amusé qu'autre chose, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même tous des enfants qui ont 4 ans, quoi. Donc, ouais, c'était en première section maternelle? Ouais, moyenne section. Moyenne. Ouais. Voilà, et puis là, l'école primaire, écoute, qui s'est bien passé. Je pense que j'étais un très bon élève, qui comprenait tout très vite. Voilà, puis surtout à cet âge-là où en plus on est assez protégé, je pense, en tout cas dans l'environnement dans lequel j'étais. Donc c'est passé assez facilement. C'est-à-dire protégé? Disons que j'ai pas été confronté à beaucoup ni de violence, ni de difficultés de quelque ordre que ce soit, je pense, okay. à ce moment-là. Et ça se passait bien, genre, avec les autres enfants de ta classe? Ouais, je pense que ça a dû changer selon les années, mais en plus on fonctionnait beaucoup par une sorte de bande de garçons à cette époque, donc on était toujours fourrés ensemble. Certaines années, arrivés à l'école primaire, ils essayaient de nous séparer pour tenter des reconfigurations pour qu'on soit pas trop chiant. Voilà. Du coup en CE2 j'étais tout seul et tous les autres étaient voilà. J'avais été mis à l'écart par la directrice qui tentait du coup de faire en sorte d'être une configuration qui permettait que les gens soient à peu près calmes. Parce que vous étiez chiant? Ouais, je pense semi-chiant, chiant mignon, tu vois. Ok.
Voilà, je suis mignon. Bon, après le primaire, j'ai été au collège, du coup, toujours dans le privé catholique. Ici, pour une raison qui est un peu différente, qui est que ma grand-mère était documentaliste dans ce collège. Et du coup, je crois qu'elle a beaucoup insisté pour que j'y aille, et puis d'une certaine façon, c'était normal ou évident pour tout le monde que j'aille là-bas. Ma mère avait été passée par ce collège des années plus tôt, pas du tout mon père, pourtant c'est ma grand-mère paternelle en l'occurrence qui travaillait là. Et donc, bon, j'y suis allé sans... Bon, évidemment, c'était pas ma décision, de toute façon, quand on a 12 ans. Voilà, le collège a été beaucoup plus difficile que l'école, pour des raisons de sociabilité hyper difficile au collège quand on est à la préadolescence et puis à l'adolescence, quoi. Pour un garçon, enfin en l'occurrence plutôt préadolescent, je pense. Mes parents divorçaient en même temps, c'était vraiment une période difficile. La première année au collège a été hyper rude, pas du tout du point de vue scolaire où, encore une fois, j'avais des très bonnes notes, tout se passait très bien, ce que tu veux. C'était un milieu très particulier parce que c'était typiquement le collège de centre-ville dans une ville moyenne de province, ou grande ville de province, bon à Montpellier en l'occurrence. Donc j'étais en gros en classe avec tous les gosses d'avocats, de médecins, bon, etc. de la ville qui étaient quand même des petits bonhommes assez terribles parfois, qui ont totalement intégré bien et qui l'expriment de façon beaucoup plus virulente que leurs parents, mais qui ont beaucoup clairement intégré toutes les normes un peu de la société, de ce que c'est que d'être riche, qui n'est pas, donc hyper moqueur, pas forcément vers moi, je vais pas trop souffrir ça, mais hyper moqueur de ceux qui pensent être moins riches qu'eux, machin, donc beaucoup dans une démonstration du fric, évidemment, du point de vue du vêtement, de la maison dans laquelle on habite, des vacances qu'on fait et tout. Au début du collège. Très jeune, ouais, même tout du long, je pense, en fait. Okay. C'était vraiment, j'ai des souvenirs en 6ème, je me moquais d'une gamine parce que, soi-disant, elle se chauffait au charbon ou au bois et pas au chauffage électrique ou au fioul, j'en sais rien. Enfin bon, des trucs vraiment, je sais pas si c'était fondé, enfin peu importe. Voilà, non, vraiment des trucs assez étonnants de la part de ces gamins. Et puis ça a fluctué selon les années, donc la 6ème a été hyper dure socialement. La 5ème c'est beaucoup mieux passé, où j'étais hyper pote avec les gens popus et tout. Donc on allait de boum en boum et tout, tous les samedis soirs, c'était jusqu'à minuit, 1h du matin, c'était vraiment la folie. Ah bah donc ça allait. Ah ouais, ça allait. La 4ème a été beaucoup plus rude, par contre il y a eu un contre-coup après, Okay. voilà. Donc voilà, non, mais c'était rigolo. Bon, pareil, du point de vue scolaire, j'ai vraiment surfé sur le truc sans avoir le sentiment de beaucoup travailler à quelconque moment. T'as pas eu de truc de transition en entrant en 6ème après l'école primaire? Non, pas de difficulté, non. Du point de vue de ça, vraiment pas. Et en plus, j'ai toujours fait ma scolarité et mon travail scolaire de façon très indépendante de mes parents, enfin indépendante en tout cas, sous la forme des devoirs, quoi. J'ai toujours fait mes devoirs tout seul, sans supervision de la part des parents qui vérifient ou quoi. Dès très jeune, dès l'école primaire en fait, même le CP. T'es le plus grand de ta famille? Ouais. Et c'est tes parents qui ont instauré un truc de... Alors à ce qui paraît, du coup moi j'en ai pas de souvenir, mais ma mère tentait de faire les trucs avec moi et très vite je l'envoyais balader en lui disant j'ai pas besoin de toi, je me débrouille. Et du coup j'ai toujours fait tout seul, jusque vraiment à la fin. Je crois que les seules fois où j'ai eu recours à mes parents pour les devoirs, c'était au moment de faire mon TPE et je pouvais solliciter des trucs de mon père sur comment me débrouiller sur des trucs scientifiques, quoi, parce que c'est un chimiste et il m'a un peu aidé sur ça. Et je pense peut-être un peu en maths parce que ça me faisait chier d'en faire, mais vraiment beaucoup plus tard au lycée, en première terminale, quoi. Jusque là vraiment à aucun moment les parents ont interféré de manière directe. Évidemment il y a il y a tout symboliquement la façon dont on investit le bulletin, les bonnes notes qui peut avoir joué, mais jamais de façon brutale, en tout cas chez moi, même sur cette question-là. Parce que même de façon pas brutale, ils montraient quand même que c'était j'imagine que oui, parce que j'imagine que oui. Ils étaient plutôt dans la logique de ça se passe bien, j'ai pas à me plaindre, je dis rien. Je dirais ça comme ça. Aussi parce que au moment où ils étaient, quand moi j'ai fait ma scolarité, mes parents étaient assez comment dire, par rapport à comment ils ont évolué après, c'est pas des gens qui ont eu une scolarité brillante, pas du tout. Ils ont tous les deux redoublé des classes, enfin, c'est toujours été un peu compliqué, ils ont jamais été des très bons élèves. Enfin mon père plus tard, pas vraiment à l'université, mais en tout cas pas
quand tu es dans l'éducation nationale, quoi, comme élève. Et du coup, et qui avait pas non plus un désir de réussite bourgeoise, en tout cas vraiment affirmé, comme après mon père l'a eu plus tard, sans doute avec ses autres enfants. Et du coup, j'ai pas trop ressenti de forme de pression scolaire. Plutôt, Mathieu est un bon élève, tout se passe bien pour lui, on n'interfère pas. Une des fois où mes parents ont interféré, c'est assez drôle, parce que du coup, c'est vraiment un peu un contre-courant de la façon dont ils le font avec les bons élèves, quand leurs enfants sont des bons élèves, c'est la manière dont ma mère m'a interdit de prendre allemand comme seconde langue à la fin de la 5e. Donc c'est assez drôle, parce que du coup, comme j'étais un bon élève et qu'il y a un peu la promo de l'allemand, les profs avaient dit, conseil de classe, faites allemand plutôt qu'espagnol, bon, je sais pas quoi, bon, peu importe, c'est le cliché de les bons élèves qui font allemand, mais... Et ma mère avait dit, non, surtout pas, si t'y arrives pas, on pourra pas t'aider parce que on fait pas d'allemand, donc on pourra pas t'aider en allemand, alors qu'en espagnol, oui. Bon, évidemment, ils m'ont jamais aidé en espagnol, ni dans aucune matière, mais j'ai été un peu interdit de faire allemand. Parce que tu t'aurais préféré? Ouais, je pense. Et puis du coup, j'en ai conçu une forme de haine légère de l'espagnol qui du coup m'énervait un peu et qui pas de haine, mais enfin de frustration à devoir apprendre l'espagnol. Du coup, ça m'a jamais intéressé. Donc c'était ma matière la plus faible, je pense, l'espagnol. Du coup, surtout au lycée, vraiment, ça m'embêtait quoi d'apprendre l'espagnol. Après coup, j'ai regretté parce que j'aurais aimé apprendre l'espagnol, mais voilà. Puis bon, l'enseignement des langues et surtout la LV2, c'était quand même assez catastrophique, quoi. Donc ça n'a pas aidé. Voilà, donc c'est assez drôle parce que ça, j'y vois vraiment un réflexe de la part de ma mère qui était pas une très bonne élève, même pas du tout, dans sa scolarité, qui venait d'un milieu quand même plutôt populaire, elle qui en est sortie, mais pas totalement, enfin qui est vraiment dans bon, classe moyenne inférieure, quoi. En tout cas du point de vue de où elle travaille et de son emploi, mais et du coup une sorte de stratégie dans la façon d'envisager l'école qui était de ne pas prendre de risques, pas se mettre en difficulté et voilà et aussi de pas viser trop haut en disant c'est pas notre place de viser trop haut. Et donc du coup il y a une sorte de censure de la part de ma mère dans la façon dont elle m'a dit un peu fais pas allemand, qui est truc pour les bons élèves et puis un truc un peu difficile. Je pense que c'était Ouais, je pense ouais. Okay. Oui, je pense à ce moment-là. Ouais. Très ça. Et puis de pas il fallait pas que je me mette en difficulté, quoi. Ouais. Je pense qu'il y avait de ça. Okay. Alors que bon, je pense que j'aurais très bien réussi en allemand. Pas plus mal qu'en espagnol en tout cas. Donc, voilà. Et du coup, d'ailleurs, t'as pas sauté de classe parce que c'est quand même assez courant pour les gens qui ont des grosses facilités. Non, j'ai jamais sauté de classe. Je crois que c'était pas la doctrine de l'école, notamment l'école primaire dans laquelle j'ai été, qui avait une sorte de règle un peu explicite d'ailleurs, hein, qui était tant que les élèves posent pas de problème en classe et qui réussissent et que ça se passe bien pour eux, on leur fait pas sauter de classe. Ce que je trouve tout à fait intelligent à vrai dire. Enfin en tout cas dans mon cas, je pense que j'en avais surtout à cet âge-là où on conçoit un peu une forme d'orgueil avec l'idée de sauter une classe, de pas sauter une classe, redoubler, etc. Puis même pas que cet âge-là sans doute, ça poursuit après. J'étais peut-être content qu'on me dise je pourrais sauter une classe si j'étais chiant avec l'instit et si je posais des problèmes parce que je faisais initier les trucs trop vite. Du coup j'étais un peu content en même temps de me dire ah mais ça aurait été tellement mieux de sauter une classe. Mais enfin j'en ai pas souffert et je pense que non c'était très bien. Donc non. Okay. J'ai fait mon circuit normal, je n'ai pas redoublé avant la deuxième cagne. Voilà. Voilà, je continue, c'est long là, la biographie scolaire, faudra que tu coupes. Bah non mais c'est intéressant, en fait j'ai une question. Ouais, vas-y. Depuis tout à l'heure tu dis des trucs avec un énorme recul sur ouais. Tu vois, les trucs de classe sociale, d'origine des parents, etc. Est-ce que sur le moment, quand tu vivais les trucs, quand tu vivais les moments de choix qu'il fallait faire dans ta scolarité, quand tu vivais juste même l'école jour après jour, est-ce que ça t'en était conscient ou est-ce que c'est après quand t'as... Alors conscient doublement non, parce qu'il y a des choses que je pouvais pas comprendre. Donc par exemple le truc de la stratégie de l'allemand par exemple, voilà. Donc où j'ai totalement intégré ce que disait ma mère. Et puis donc première raison pour laquelle non, et deuxième raison pour laquelle non, parce que à cet âge-là, dans la sphère familiale dans laquelle j'étais totalement intégré, et puis même socialement de l'école et tout, j'avais pas de recul sur le système de valeurs qu'on inculquait et dans lequel en fonction duquel ces décisions étaient prises. Ouais. Donc typiquement, dans le choix du lycée, si on en revient directement après, peut-être j'explique et puis ça permettra de justifier après. En gros, du coup, je suis passé dans le public après avoir fait ma scolarité dans le privé, pour des raisons qui sont hyper compliquées, un peu idéologiques. Enfin bon, en tout cas, mon père a décidé qu'il fallait que j'aille dans le public. Et au moment d'aller dans le public en sortant du privé, il y avait toute la question de quel lycée public, dans quel lycée essayer d'aller. Et donc, à ce moment-là, se mettent en place toutes les stratégies classiques d'évitement de la garde scolaire.
avec les options, le jeu des options, etc., des sections euro et compagnie, et en gros dans l'objectif d'essayer d'aller dans le bon lycée côté de centre-ville, le lycée public, Okay. voilà, et ça n'a pas du tout marché, mais je sais que je l'ai vécu comme une déception terrible, parce que j'avais intégré cette idée que si c'était aller dans le public, il fallait aller dans le meilleur lycée possible, en faisant un certain choix d'options, etc., qui étaient les trucs les plus valorisés socialement, qui permettaient après d'avoir les choix d'orientation les plus les plus cotés, quoi, et donc du coup je pense que non, j'étais pas du tout conscient de tout ça. Moi je sais même pas d'ailleurs si mes analyses de type sociologique, si on veut, sont vraies et sont attestées, parce que je parle de mon cas et de mon expérience, donc forcément des choses que je rate et qui sont fausses, mais donc non, j'avais pas du tout conscience de ça, et j'avais pas d'analyse critique de ça. Même au lycée? Je pense pas. Je pense pas. Mais du coup, je comprends pas, tes parents, enfin, ou ton père, du coup, en l'occurrence, a voulu t'envoyer dans le public pour des raisons idéologiques, ouais, mais quand même dans le meilleur lycée Ouais, public. c'est un peu bizarre. Hein. En gros, je sais pas pourquoi c'était le choix du public. Je pense qu'il y avait... Alors, c'est compliqué. Lui s'était remarié à cette époque avec ma belle-mère qui, elle, avait beaucoup de principes sur ça, en disant l'enseignement privé c'est pas bien, il faut aller dans le public. Un peu, en gros, un discours de gauche type qu'on entend souvent, quoi, en disant de dire le privé c'est pas bien, c'est pas l'égaliste, c'est pas une version de l'éducation nationale qui est égalitaire, ce que je suis d'accord d'ailleurs aujourd'hui, hein. Voilà, ce qui est très drôle parce qu'ironiquement après ses enfants elle les envoie dans le privé arrivé au collège, mais voilà, mais et exactement pour les raisons de éviter le collège qui soi-disant est pas bien, voilà, mais et du coup il y avait ça, il y avait donc du coup un peu, donc je pense sous la contrainte de ça, il y avait aussi peut-être le désir de pas payer pour la scolarité, tout bêtement, parce que pourtant c'est pas quelqu'un qui, enfin je veux dire, étant donné bon, son emploi et tout, je pense qu'il aurait pu payer s'il avait voulu, mais enfin en tout cas il voulait pas, ou je pensais qu'il pouvait pas. Et puis peut-être un peu d'anticléricalisme et de volonté de sortir du privé. Ouais. Bon, le privé est quasiment le privé catho, de toute façon, en tout cas là où j'étais. Voilà. Et du coup, moi j'étais tout à fait d'accord avec cette décision, hein, de quitter le privé. J'étais content. Sachant que je pensais voilà, un peu s'atterrir dans le bon lycée public, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Donc c'est ça les raisons. C'est vrai que c'est un peu étrange, mais ma sœur par contre est restée dans le privé pour des raisons qui est assez symétrique, qui est opposée du coup, qui est qu'en fait c'est ma mère qui s'est chargée des choix d'orientation de ma sœur suite à une décision. Bon, donc moi c'est bon. Fait en famille, familialement. Bon, mon père s'est occupé de moi et ma mère de ma sœur, y compris aussi du point de vue du support matériel. Et ma mère a gardé un peu ce réflexe de dire le privé ça a toujours été le truc qui nous a permis de nous en sortir, et on a une bonne scolarité, on est bien encadré, on arrive à faire nos études et ça permet de s'en sortir à la fin, quoi. Et du coup il faut bien rester dans le privé, quand même on n'a pas des moyens du tout extraordinaires et tout. C'est ce que mes grands-parents avaient fait avec ma mère, quoi. Qui eux étaient vraiment des ouvriers, enfin le milieu ouvrier, quoi, et qui avaient fait le choix du privé pour ma mère et ma tante, comme un peu le truc qui ferait qu'elle réussirait à l'école et elle pourrait avoir une situation après. Voilà, donc elle a fait un peu le même, reproduit un peu ce choix-là avec ma sœur. Par rapport aux autres élèves, ça se passait comment d'être genre le bon élève J'étais pas le bon élève parce qu'il y avait beaucoup de bons élèves. Ok. Donc j'ai toujours été en tête de classe, mais au collège en tout cas, j'étais pas le seul, le meilleur, quoi. Toujours dans les 2-3 4 premiers, quoi, mais je pense, en gros. Mais voilà, et puis aussi parce qu'il y avait effectivement des élèves de milieux hyper privilégiés qui se trouvaient là, quoi. Donc de très très bons élèves avec qui j'ai plus aucun contact par la suite. C'est vrai, t'as gardé aucun. J'ai une amie que j'ai gardée du lycée, du collège, pardon, qui était mon amie en troisième, que je connaissais pas avant parce qu'elle est arrivée à Montpellier, je crois. Et tous les autres vraiment plus du tout. Aussi parce qu'ils ont évolué dans des milieux complètement... arrivé au lycée, c'était vraiment catastrophique. C'était les grosses soirées, vodka, coke, et tout ce que tu veux, quoi. Enfin bon, j'étais plus du tout dans ce milieu-là, moi, arrivé au lycée. Puis c'était franchement des têtes de con, quoi, cet âge-là. Peut-être que maintenant ils ont changé, hein, mais voilà. Donc non, très très peu de relations, très peu de contact avec les gens de cette époque-là. Ok. Tu veux que je passe au lycée ? Bah oui, c'était du coup
l'arrivée dans le lycée que tu voulais pas, c'était une grosse déception ou Eh ben, au début, alors l'annonce, je me souviens de l'annonce qui était faite par la CPE du collège à la sortie d'une épreuve du brevet. J'ai ce souvenir-là, je sais pas comment, mais elle m'a chopé à la sortie d'une épreuve du brevet, elle m'a dit, et en fait elle était soulagée de me dire c'est bon, t'as réussi quand même à trouver une place dans le public parce que venant du privé, c'était pas sûr que t'aies une place dans un truc, bon. Je sais plus trop ce contexte-là. Donc j'ai vécu comme une déception, un truc en disant ah c'est absolument injuste. Moi qui ai tant travaillé pour le brevet et qui ai eu mon brevet avec la mention très bien, je n'ai pas eu le lycée de mon choix, c'est affreux, voilà. Voilà, et cette déception-là, elle s'est évanouie assez instantanément en arrivant au lycée en septembre où ça a été génial quoi. La seconde, ça a été, je pense, du point de vue scolaire et du point de vue de la sociabilité, de comment ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses dans la société, dans le monde, ce que tu veux. Bon, bref, la meilleure année vraiment que j'ai eue à l'éducation nationale, quoi, enfin, comme élève. C'est rare les gens qui disent ça. Moi aussi c'est le cas, mais c'est rare les gens qui disent ça. Ouais, non, c'était vraiment génial. Bah, pour la première fois de ma vie, j'ai été en classe avec des gens totalement de milieux totalement différents, quoi. Donc, des enfants de fils de première génération d'immigrés, voire des gens qui sont nés au Maghreb, qui étaient en classe avec moi. J'ai été à côté de ça avec aussi des fils de cadre sup, hein, qui étaient là. Il y avait je sais pas, il y avait des fils d'ouvriers, il y avait des gens qui... Je me souviens d'une conversation, c'est la première fois que j'ai parlé, je pense, à des gamins qui étaient musulmans, quoi, alors que quand même, enfin, je veux dire, surtout dans les endroits où je vivais, je veux dire, il y en avait pas loin, quoi, mais vraiment, enfin bon. Et je me souviens d'une conversation hyper drôle en septembre, où le ramadan finissait en septembre-octobre cette année-là, et du coup, avoir une conversation avec une élève de ma classe qui était genre extraordinaire, qui était d'une énergie, mais pas possible, hyper drôle, une redoublante, je crois. Il y a beaucoup de redoublants dans ma classe de seconde. Et qui juste était débordant d'énergie. À un moment, je lui dis, mais comment tu fais pour avoir tant d'énergie? Je dis, mais en plus, c'est le ramadan, mais qu'est-ce que ça va être quand le jour du ramadan va finir et que tu vas prendre un repas le midi, tu vois, qu'est-ce que tu vas nous mettre? Et je me souviens de sa réponse qui était, ah, mais tu sais pas ce que l'énergie veut dire, tu vas voir ce que ça dit l'énergie quand tu verras, quand le ramadan sera fini. Voilà. Non, c'était assez drôle. Et puis surtout la liberté, quoi. Évidemment, la liberté et de sortir au lycée et de sortir dans ce carcan vraiment insupportable du collège privé avec tous ces trucs de mépris les uns pour les autres, de violence symbolique de ouf et tout. Et là, tout le monde s'en foutait, quoi. Au collège, au lycée, ça comptait plus. Alors en plus c'était combiné avec le fait que sortant d'un très bon liste, enfin du meilleur sans doute, en tout cas dans la hiérarchie telle que je l'avais intégrée à l'époque, collège privé de la ville et arrivant dans un lycée public moyen quoi, enfin vraiment standard j'ai envie de dire quoi. J'ai fait une année de seconde, j'ai pas travaillé une seconde et j'ai eu les meilleures notes possibles. Voilà, quand en plus j'ai surfé sur le truc sans rien foutre et en ayant des très bons résultats. Ça voulait dire quoi, très bon collège, concrètement? C'était quoi la différence, t'as l'impression, avec les autres Avec les autres, comment ça? Avec les autres collèges. Ah, non, les enseignants on va commencer par eux. Les enseignants et les parents se représentent ce collège-là comme l'endroit où on va avoir le meilleur niveau qu'il est possible d'avoir au collège, voilà quoi. C'est-à-dire du scolaire, hein, le dire scolairement, de faire, d'aller au plus loin dans les cours et les programmes, et d'avoir un encadrement particulièrement resserré. Voilà. Et c'était le cas que ça allait loin dans les programmes? Je pense que oui, je pense que de fait, c'est difficile à dire parce que sans doute allé que dans un seul voilà, collège. Voilà, évidemment. Non mais évidemment, je pense que la tête de classe était effectivement poussée et peut-être les moyens d'en faire plus, en tout cas dans le cadre de l'école, hein, que peut-être dans d'autres collèges. Je sais pas si c'est vrai. Je me dis peut-être pour des gens qui étaient un peu plus en galère et tout, je sais pas si c'est le cas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Après, il y avait quand même un truc, des classes spécifiques pour les élèves qui étaient en décrochage ou qui étaient 10 et qui avaient comme on dit maintenant, je crois, il y avait des classes spécifiques avec un encadrement spécialisé, plus de moyens investis, qui sont des choses que permettent le privé effectivement de mettre des moyens supplémentaires quand on le voilà. Et cette stratégie classique aussi, qui est si tu payes,
bon, en gros, et que ton élève, ton gamin, il est un peu en décrochage, on va quand même faire en sorte de le pousser au moins jusqu'au bac, quoi. Et donc, du coup, voilà. Donc ça fait partie de ce qui constitue le meilleur collège, c'est le collège-lycée, parce qu'après, il y avait la suite, quoi, en tout cas. Voilà. Okay. Ouais, évidemment, c'est pas des hiérarchies que j'accepte aujourd'hui ou que voilà. Mais en fait, je me demande toujours d'où elles viennent. Enfin, tu vois, il y a des trucs de réputation, etc. Mais après, quand on dit oui, mais il se passait quoi vraiment dans ce collège pour qu'on dise c'était le meilleur collège ou c'était le pire collège, en fait, j'ai toujours du mal à voir la différence concrète. Ouais, je sais. C'est voilà, toujours pas. Non, mais je pense qu'il y a une insistance hyper soutenue sur la discipline déjà en classe où clairement ça bronche pas, quoi. Moi, je me souviens de m'être fait pourrir par ma prof de maths en troisième parce que j'écrivais mon cours et mon truc, mais j'avais fait un petit smiley qui sourit dans la marge et de m'être fait engueuler en disant t'effaces ça tout de suite, machin, tu vois. Ce qui, sans doute, dans beaucoup de collèges, on n'arrive pas à ce niveau de détail dans la discipline qu'on attend des élèves quand même. Ouais. Hein. Et en plus d'un bon élève. Hein. Voilà. Ok. Je sais pas, ça veut pas dire grand chose, tu vois, c'est un peu un épiphénomène, mais oui. Ok. Et le bac, ça s'est passé comment pour toi? Le bac, ça s'est bien passé. Enfin, du coup, en première et en terminale avec les épreuves anticipées. Ouais, alors non, avant d'en revenir là, si je peux. Non, l'orientation a été intéressante à l'issue de la seconde où tout le monde, c'est-à-dire à la fois les enseignants, ma prof principale, mes parents et moi-même, mais pas totalement, avons accepté l'idée que, comme j'étais un très bon élève, j'avais des très bonnes notes, j'allais en section S, problème réglé, quoi. Ouais. Et ça, du point de vue de mes parents, et du point de vue en tout cas de mon père, et du point de la prof principale, c'était clair. Je me souviens d'une scène amusante où elle fait un peu, elle demande à tout le monde qui veut faire quoi l'année prochaine, quelle section, et moi je dis je sais pas, machin. Elle dit bon S, voilà. C'était une prof d'histoire géo, hein, c'était pas du donc en ayant totalement intégré cette idée là que de toute façon les bons élèves ils vont à S, quoi. Et toi tu savais vraiment pas, t'avais pas particulièrement de... Non, mais c'est pas ce qui m'intéressait le plus, je pense. Okay. Ouais, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, mais bon, je l'ai accepté, voilà, en me disant je le fais, on verra ce que ça donne après. Par contre, j'en ai conçu progressivement une forme de détestation pour les matières scientifiques, pas tant en première que en terminale, ou alors vraiment l'année terminale du point de vue des maths, et encore les maths c'était pas le pire, mais en tout cas de la physique et de la bio, qui était affreux parce que l'intégralité du travail était du bachotage, quoi. Et le but c'était pour les enseignants hein, d'amener 100% des élèves de la classe au niveau du bac, avec une classe qui était de niveau très disparate. En plus en terminale j'étais dans la très bonne classe où il y avait des élèves qui faisaient SP maths en S, donc les très bons élèves, soi-disant, et il y avait ces très bons élèves et en même temps des élèves qui étaient beaucoup plus en difficulté, et donc le but c'était de faire des exercices de façon répétée et continuelle pour parvenir à sauver les meubles et à ce que les gens aient 10 au bac, quoi. Okay. Voilà, quoi. Et du coup c'était vraiment emmerdant, quoi. Hein, vraiment très très chiant pour la physique et la bio où c'était une matière qui aurait pu me plaire, et puis où je me débrouillais bien. J'ai un peu décroché en maths, je pense, quand même légèrement, hein, j'ai quand même une bonne note au bac, mais je commence à décrocher en maths en terminale S. Ouais. Voilà, donc du coup, ça a été, en tout cas du point de vue des enseignements, ça a été un peu pénible les 2 dernières années, surtout la dernière année. Du coup, juste pour revenir vite fait à la question de l'orientation, toi, tu l'as pas vécu comme un truc super important? Je pense pas que j'avais en ligne de mire de façon très claire la perspective de l'orientation post-bac encore. Okay. Et du coup, c'était pas un facteur qui intervenait. Mes choix d'orientation se sont pas vraiment focalisés sur cette perspective-là, qui souvent est d'ailleurs une justification pour faire S en disant si t'es au modèle tu fais S, tu pourras faire ce que tu veux après, je sais pas quoi. Et là c'était vraiment l'idée quasiment, je sais pas, la logique dans la hiérarchie des filières, les bons élèves vont en S, et puis c'était pas, okay. Voilà, non, ouais. Je me suis ensuite d'une conversation avec une amie qui disait en seconde, du coup, pourquoi tu fais pas L, tu fais L, t'auras le bac mention très bien, hyper facilement, parce que j'étais hyper fort en français, en histoire géo, en disant, trop facile, alors qu'en S, tu vas devoir galérer pour avoir la mention très bien, tu vois. Ce qui est vrai, sans doute j'aurais eu mention très bien plus facilement en L qu'en S, quoi. Et putain, il y a eu du travail chiant quand même en S.
Voilà, non, donc le bac s'est bien passé, ouais, je sais pas, j'ai eu des bons résultats, inégaux, j'ai quand même, bon, j'ai fait un bac S avec 19 en philo et en latin, quoi. Voilà, un peu moins en maths et en physique et en bio, quoi. Donc quand même, il y a Voilà. un peu un profil de littéraire qui s'est un peu... Ouais, oui, clairement. Oui, très clairement, beaucoup par le latin, je pense, qui a été, ma bouée de sauvetage, un peu de un enseignement qui était intéressant, qui était fait vraiment par envie de le faire, de façon un peu libre, et en dehors du carcan, typiquement du carcan du bac, qui est insupportable. Aussi parce que l'épreuve de latin en bac est complètement débile, puisqu'il s'agit d'apprendre par cœur au cours de l'année une dizaine de textes qu'on doit traduire après devant l'examinateur au moment du bac, et tout le monde a 18 quoi. Et du coup, l'épreuve étant tellement stupide, on faisait totalement des trucs beaucoup plus intéressants en cours à côté quoi. C'était mercredi après-midi, il y avait plus personne dans le lycée, c'était tranquille, il y avait que nous, les profs étaient super, donc ça c'était un peu ma bouée de sauvetage. Pas trop la philo qui était un peu rude, ni l'histoire géo où le prof en terminale en tout cas était pas hyper génial. C'était un jeune qui débutait, qui était un peu à l'ouest quand même, qui s'est un peu retrouvé là. Je pense peut-être sa deuxième, sa troisième année, il avait surtout des collégiens, il a débarqué comme TZR je crois en terminale, et il a un peu, ça a été un peu rude pour lui je crois de se taper tout le programme du bac de ce coup quoi, c'est le problème qu'il avait pas préparé à l'avance. Voilà. Là, tu te diriges vers une carrière de prof. À partir de quel moment tu t'es dit que ça t'intéressait? Ou tu... Toujours inconsciemment, hein, je pense. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de un peu de façon inconsciente. Au fond, je peux faire que ça, quoi. C'est tellement évident pour moi que parler devant des jeunes, c'est un truc qui me plaît, tu vois. Okay. Et après, il y a le deuxième niveau qui est plus récent et qui est de trucs vraiment de l'affirmation, comme c'est un emploi que je valorise, que je pense qui est important, qui est complètement dénigré dans la société aujourd'hui, et pour tout un tas de raisons, qui est ce que je veux faire, quoi. Donc, je pense même depuis le collège, d'une certaine façon, une partie de moi qui avait conscience que c'était un peu une destination logique. C'était jamais un truc affirmé en disant je veux faire ça. Ouais. Clairement pas, aussi à cause de la dévalorisation ambiante du métier d'enseignant. Hein. Mais voilà, il y a des étapes, il y a ça, il y a le niveau du collège. Je me souviens avoir fait un test de trucs d'orientation en fonction de tes goûts, tes machins, et le truc d'enseignant, c'était le premier truc qui était sorti en disant vous devez être enseignant dans l'avenir. Okay. Et c'est les tests psychologiques. Voilà, il y a cette étape-là, il y a l'étape, je pense, au collège et surtout au lycée, de l'admiration totale pour mes profs de latin, et vraiment je veux être comme eux quoi, enfin comme elles d'ailleurs, c'est surtout des femmes, et des gens vraiment que j'estimais énormément. Et puis il y a eu le niveau beaucoup plus tard, enfin il y a eu une sorte de recul quand on était en prépa où je me suis dit ah ouais, non, on peut pas finir prof quand même, c'est trop nul. Finir prof qui était quand même la colocation consacrée en prépa, quand on disait qu'est-ce qu'on va faire de notre avenir, ça va être hyper dur, au pire on sera prof. Ça a été le moment de recul, et puis après il y a eu ce n'était que pour mieux sauter, donc après le moment de recul il y a eu le bon pour dire évidemment faut faire ça, voilà. Et est-ce que du coup, dans ton rapport à tes profs pendant ta scolarité au collège et au lycée, il y avait un peu un truc d'identification? Eh ben oui et non, selon les enseignants. Donc et très clairement, c'est étonnant, c'est vrai, en y repensant, parce que tu m'as posé la question préparatoire de quel est-ce qu'il y a un prof qui vous a marqué. Donc moi j'ai pas un prof qui m'a marqué, mais tous mes profs de latin m'ont marqué comme étant vraiment le truc de la passion, le désir de transmettre, l'attention aux élèves, à comment est-ce que on s'intéresse à eux et on a une relation vraiment singulière avec eux aussi parce qu'on est dans des toutes petites classes en latin. L'aspect hyper libre on fait ça vraiment parce qu'on a envie de le faire, personne n'est contraint, totalement. Et alors vraiment j'ai eu une admiration. Mon enseignante de latin en première terminale, qui était mon idole, et qui a joué, à mon avis, un rôle fondamental dans le choix d'aller en prépa littéraire par la suite. Okay. Parce qu'elle a un moment à parler de ce qu'elle avait fait, et une seule fois, où elle avait été, justement, elle venait aussi de la région, elle avait fait son lycée, je pense, collège dans la région, enfin en tout cas quelque part en province ailleurs qu'à Paris, et elle était montée à Paris
en prépa, aller dans un lycée parisien, faire son Hippocane, sa cagne, et le jour où elle a dit ça, je pense que ça a été un truc hyper déclencheur dans comment moi les choix que j'ai fait, quoi. Voilà. Tu t'es dit, je veux être comme elle, et du coup faire le même je veux être comme elle, ou en tout cas, je me suis dit, déjà, c'est possible, en me disant, non, c'était vraiment, enfin, je sais pas, c'était des gens que j'estimais énormément, quoi. Et est-ce que t'as eu ce truc inverse de je vois ce métier mal fait et j'en souffre et du coup moi je sais que j'aimerais le faire pas comme ça? Non, et étrangement, tu vois, je me projette assez peu dans comment est-ce qu'il faudrait être prof. Ce qui est peut-être une question que je devrais me poser parce que en septembre je vais quand même être face à une classe, plusieurs classes. Non, je sais pas parce que je pense que les situations sont tellement différentes, les élèves sont tellement différents, et puis moi ma scolarité s'est tellement bien passée que j'ai pas trop de reproches à faire à mes enseignants, si ce n'est effectivement mes enseignants de terminale, en plus qu'il y a des profs qui sont des enseignants que j'avais eu par ailleurs dans d'autres années, donc je sais que c'était des bons profs par ailleurs, mais qui en terminale étaient devenus des imbéciles à nous faire bachoter complètement. Voilà, donc ça non, ça c'est un peu le seul contre-modèle, et les profs antipathiques, quoi, mais évidemment, enfin bon, faut avoir un peu d'amour pour ses élèves, sinon sinon c'est catastrophique. Ouais. Est-ce que t'as eu des trucs extrascolaires, des activités extrascolaires? Très peu. J'ai pas fait de musique du tout. Du coup, la génération, enfin la demi-génération suivante, donc mes demi-frères et sœurs, ont fait de la musique, par contre. Mais du coup, étrangement, même si on a le même père, finalement, moi aussi j'ai été élevé par ma belle-mère, c'est un milieu étrangement, c'est quand même un milieu social différent. Eux, on fait de la musique, on fait des activités artistiques, on fait du sport. Moi, j'ai fait un peu de natation à un moment. Et c'est tout. C'est tout. Et les seules activités extrascolaires que je faisais, c'était le centre aéré la journée, une semaine par an. Voilà. C'est quoi ça? Le centre aéré, typiquement le truc où c'est un centre un peu sportif où ils font qui constitue quasiment des classes et tu fais des sports toute la journée avec tu fais un pique-nique le midi. Pour moi le centre aéré c'était juste le mercredi après. Ouais, là c'est différent, c'était un peu sous forme de stage du coup pour une semaine quoi, où on avait des menus sportifs et j'ai fait ça quelques années, mais bon c'était une semaine en juin-juillet quoi. Voilà. Dans un cadre universitaire, donc je pense que j'y allais parce que mon père étant enseignant à l'université, c'est comme ça que j'ai atterri là-bas. C'est un des seuls activités extrascolaires que j'ai faites. Et ça t'avais pas envie? Si, mais pas, voilà. Mais bon, ça constitue... non, c'était intéressant, ça m'occupait, quoi, mais ça n'a pas constitué une vocation pour le sport. Non, mais tu t'es pas dit, putain, je voudrais faire d'autres trucs que aller en cours le matin et rentrer chez moi le soir, et voilà, quoi. Non. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants qui se disent ça? J'ai envie, tu vois. Non, je sais pas, c'était tellement pas dans mon horizon, en fait, que... et puis, je sais pas, ça m'a jamais paru comme une possibilité. Je me souviens un peu avoir réfléchi, quand même, j'aurais bien aimé apprendre de la musique, mais toujours, même étant très jeune, genre même à 11 ans, en me disant, non, mais c'est trop tard pour commencer à apprendre un instrument maintenant, il faut commencer plus jeune pour pouvoir apprendre un instrument, du coup, ne le faisons pas. Je sais pas pourquoi j'avais intégré ce truc-là, qu'il fallait être jeune pour commencer la musique, ce qui est effectivement un truc que tu répètes, mais là, tu dis, en 11-12 ans, quand même, c'est possible, tu vas te commencer. Ouais. Voilà. Je l'ai beaucoup regretté, et la musique ça a toujours été un truc extrêmement frustrant pour moi parce que qui m'a paru très inaccessible du point de vue de la compréhension de la musique quoi, enfin de ce qui fait qu'un morceau est beau, qu'est-ce que c'est, comment on lit la musique, comment on joue de la musique et du coup c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré, que je me suis pris en plein dans la gueule quand je suis arrivé en prépa à Paris, où alors là d'un seul coup j'étais face à une classe où la moitié des gens étaient des musiciens chevronnés et c'était un des sujets de conversation normaux, et alors moi j'étais vraiment face à un truc en disant je ne comprends rien à ça, et j'ai tenté de combattre ce démon là, enfin en tout cas cette frustration en passant la grègue au moment de passer ma leçon sur le programme qui était l'esthétique. Et du coup, j'ai choisi la leçon qui est un sujet particulièrement difficile, qui était le propre de la musique, en me disant, je suis nul en musique, j'ai jamais eu d'éducation musicale, ça a été toujours un handicap, mais maintenant que j'ai fait de la philo, j'ai travaillé dessus, sur ma philo, je travaille d'un point de vue philosophique sur la musique, même en n'ayant pas des connaissances musicales assez limitées, je dois être capable de prendre ma revanche sur ça et de réussir à faire un truc philosophiquement intéressant sur la musique à partir de références des philosophes et pas des références musicales que j'avais pas. Eh bien, ça a été un carnage. Et ma pire note de la grègue, j'ai eu 6, voilà, quoi. Voilà.
Mais t'auras tenté. J'aurais tenté, voilà, et en même temps, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'effectivement les remarques du jury, je pense, auraient été, il faut plus d'exemples, il faut construire la réflexion philosophique à partir de cas concrets et pas de références philosophiques et théoriques. Là tu te dis, bah oui, le problème c'est que la musique, les références concrètes, elles se constituent en dehors de l'école. Et donc du coup c'est quelque chose qui est complètement abandonné par l'institution scolaire et qui fait que la musique c'est totalement un truc qui est déterminant dans le capital culturel qui est acquis par la famille, familialement, et pas du tout alors justement, les cours de musique au collège, ouais, mais on apprend rien, on apprend que dalle, quoi. On sait faire du chant choral, quoi. Bah ça dépend des classes, du bah, coup, nous, ça se passait comment? Non, bah on faisait un peu de flûte et on chantait Destin de Céline Dion et la chanson de Grace dans laquelle les garçons et les filles se répondent, là, Summer Loving, voilà. Voilà, et puis voilà, quoi. Et du coup, t'as regretté ça, que ce soit pas un truc qui soit instauré dans le... Non, parce que je pensais pas que c'était possible. Je pense qu'en réalité, les enseignants ont essayé de nous transmettre autre chose, mais c'est pas ce qu'on en a retenu, quoi. Parce qu'il y avait un peu d'écoute, où il fallait essayer de reconnaître les instruments, quoi, dans un morceau. J'ai un peu souvenir des j'allais dire introduction d'opéra, c'est pas le bon terme, mais c'est dire mon niveau des ouvertures d'opéra, et d'avoir écouté, je sais plus, le début de Don Juan, peut-être, enfin bon, et un peu la Reine de la Nuit, dans la flûte enchantée, quoi. Donc du coup, au moins, enfin, dans ça, mais en même temps, les enseignants, ils disent aussi, enfin, j'imagine, bon, face à des gamins qui connaissent pas grand-chose à la musique, on va déjà essayer de leur donner des trucs, quoi, pour qu'ils aient un peu de culture musicale. Puis bon, ça a tellement peu d'importance au collège, la musique, c'est tellement un truc. Moi, je me souviens les profs qui disaient, ah, si seulement vous n'aviez pas la musique et l'art plastique, on pourrait faire du français et des maths à la place. Ah, sérieusement? Ah ouais, complètement, ouais. Et du coup... C'était ça le bon lycée, le bon collège. C'était partie des... Et du coup, tu penses que ce serait mieux que... rétrospectivement, je pense que ça devrait faire partie de... Enfin, en tout cas, ça devrait être une possibilité. C'est difficile. Je pense qu'idéalement, ce serait bien que, effectivement, il y ait l'école nous donne la culture la plus variée possible, la plus large possible, qui donne à tous une parfaite égalité dans l'accès au capital culturel, quoi. Bon, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Au moins, c'était une possibilité de continuer un peu la musique sans être par ailleurs, parce qu'en fait la musique ça prend au solfège, quoi. Ouais. Enfin, les gamins qui apprennent la musique en dehors de l'école, quoi. Et du coup ça devrait être une possibilité au sein de l'école. Je pense que moi ça serait bien que ce soit possible. Alors, ce qu'est le latin, et c'est pour ça que j'en ai tiré quelque chose d'aussi enrichissant du latin au collège-lycée, parce que c'était en fait un des rares moments où l'école donnait aux élèves une forme de capital culturel qui, comment dire, en excès, enfin en plus-value de le socle de base du bac, quoi. Okay. Et du coup, effectivement, et de ce point de vue-là, je pense que c'est un truc qui est hyper essentiel, enfin qui en tout cas permet possiblement au sein de l'institution scolaire éventuellement d'avoir une forme d'ascension sociale, quoi. Enfin au moins culturelle, mais puis après sociale, souvent ça va avec. Et il y avait des élèves effectivement en latin qui n'étaient pas des fils de cadre, etc. Et qui, je pense, en ont tiré une forme de supplément à ce que simplement donne l'école, et qui peuvent potentiellement on peut pas tirer du cadre familial. Moi effectivement le latin je peux pas non plus tirer du cadre familial, hein, mais il y en a quelques-uns qui le tirent du cadre familial, le latin, mais voilà, ça je les ai rencontrés après en prépa à R4. ceux qui faisaient la messe en latin et tout. Wow. Voilà. Mais il y a une option musique au bac pourtant. Ouais, j'avoue. Si, je crois que si, en fait, parce que moi, alors la spécificité de mon lycée, et une des raisons pour lesquelles il est si génial, c'est que c'était un des premiers lycées en France et un des seuls encore aujourd'hui à proposer toutes les options artistiques au bac. Okay. Notamment pour l'option lourde en L. Donc du coup, il y avait de la danse, il y avait le cinéma, il y avait la musique, il y avait tout, quoi. Le théâtre. Il y avait le théâtre, voilà. Désolé pour ceux que j'oublie. Je sais pas qui j'oublie. Ok, du coup, le bac, c'était, ça s'est bien passé, sauf les maths. Non, mais j'ai eu 16 en maths, voilà. Mais, non, je galérais l'aspect maths était vraiment rude, vraiment, je comprenais plus rien, genre l'arithmétique en maths, j'étais genre quoi, je ne comprends rien, c'est trop abstrait pour moi. Aidez-moi, c'était que des trucs d'astuces et tout, c'était affreux. Voilà. Et puis le cours de maths et surtout de maths était vraiment conçu pour les gens qui allaient faire une prépa scientifique à la suite, quoi. Ouais. Et pour essayer de les préparer pour ça, et de les pousser dans ce truc-là. J'ai compris que c'était pas pour moi. Oui, donc le bac, j'ai eu des bonnes notes au bac. J'ai eu ric-rac, la mention très bien. Je pense que sans le latin, j'aurais pas eu la mention très bien.
Voilà. Bah, c'est vrai que c'est un gros coefficient d'options. Ouais, et puis c'est des points de bonus, coef 3, sur les ça. points au-dessus de la moyenne. Ouais. Et après le bac? Et après le bac, j'étais en prépa, l'histoire 4. Ouais. Pendant 3 ans. Du coup, en prépa littéraire? Oui, voilà. T'as choisi à quel moment de faire ça? Quand, à cause de ta prof de latin, là? Ouais, ça, je pense que ça a été un élément fondamental. Et des amis qui avaient fait ça, un ami un peu plus âgé qui l'avait fait quelques années auparavant, et une amie qui devait être en prépa à ce moment-là, qui devait être en Cagne quand j'étais en terminale, et que je fréquentais beaucoup à cette époque-là, qui étaient un peu des modèles pour moi, et du coup ça a aussi joué un rôle... clairement. Je pensais pas du tout atterrir en Henri IV quand j'ai fait mes vœux. En même temps, je m'étais tellement renseigné, j'avais tellement lu l'intégralité des trucs lisibles sur internet sur ce sujet-là, que je savais qu'il fallait quand même demander les prépas les plus prestigieuses en premier, parce que c'était possible, et en plus, ça permettait de bénéficier de l'internat, ce qui était mon cas, et sans quoi ça aurait été vraiment très compliqué de partir à Paris, quoi, du point de vue du soutien familial. Ouais. Voilà, bon évidemment il est arrivé là-bas, ça a été le choc quoi, la première année j'étais complètement dépassé par quasiment tout ce qui se passait, bon il y avait quelques matières où je m'en sortais un peu, où j'arrivais à atteindre la moyenne 11-12 quoi, ouais. et puis le reste, évidemment, bon le latin, l'histoire, l'anglais, ce qui est classique pour le latin et les langues, hein, qui sont typiquement les deux disciplines dans lesquelles les très bons lycées parisiens donnent un bagage que clairement les autres lycées ne peuvent pas donner, il me semble, en tout cas j'ai déjà entendu. Voilà. Aussi, je me suis retrouvé au milieu de gens, voilà, un tiers de la classe c'était des gens qui avaient fait leur lycée à Henri IV avant de faire la prépa Henri IV, quoi, donc voilà, donc un peu des extraterrestres, quoi, quand tu viens de là où je venais. Je me suis fait très bons amis, qui sont toujours mes amis. J'ai pas décroché du travail, quoi. C'est-à-dire que je m'y suis tenu sans donner dans l'espèce de roman de dire si tu travailles dur, tu arriveras. Parce qu'il y en a aussi qui ont travaillé dur et qui y sont pas arrivés, tu vois, et qui ont galéré comme des cochons pour réussir à trouver des formations intéressantes par la suite. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les concours, mais bon, un peu sur un coup de bol. Hein. Au bout de 3 ans. Donc une Bocagne et 2 Cagnes. Voilà, donc non, un peu, ça a été très dur les 2 premières années, j'ai sorti la tête de l'eau la 3e année, où je commençais quand même à comprendre ce qu'on me demandait, quoi. Sans être non plus dans la tête de classe, hein, j'étais, voilà, hein, sans être dans les 10 premiers, hein, vraiment même pas, mais enfin j'avais fini par comprendre, donc j'en suis à peu près tiré. C'était une des épreuves les plus difficiles, c'était la colle, quoi, et l'expression à l'oral. Enfin la colle, qui sont des interrogations orales, et puis les oraux in fine, qui était pour moi un truc rigoureusement un peu impossible, quoi. Enfin, je pouvais pas faire un exercice à l'oral devant un prof en essayant de communiquer un savoir que je maîtrisais pas. Et ça a été, pendant 3 ans, ça a été une lutte totale pour essayer de présenter un oral correct. J'ai jamais réussi une colle, et miraculeusement, j'ai à peu près réussi mes oraux, en tout cas certains de mes oraux, à l'ENS, parce que, pour 2 raisons. Je parle de ça parce que je pense que c'était un des trucs sur lesquels, une des épreuves, en tout cas un des éléments de la prépa, qui étaient les plus... Enfin, où j'ai senti tout le poids de l'institution, de t'y arriveras pas, t'as pas le savoir, t'es pas... et où, là, pour le coup, je me suis vraiment constitué un appareil idéologique et une vision de l'école dans laquelle je me dis, de toute façon, les gens qui étaient dans les milieux favorisés, ils vont y arriver 100 fois plus, en plus à l'oral, parce qu'ils savent s'exprimer, ils sont capables de présenter des idées clairement, ce qui était totalement impossible pour moi, j'étais incapable de m'exprimer clairement à l'oral, hein. Et voilà, et je m'en suis sorti miraculeusement pour 2 raisons, parce que le prof d'anglais, un jour, m'a engueulé juste avant de passer mes oraux à une, en me disant... écoutez, là il faut, même si vous y croyez pas, vous regardez le jury dans les yeux et vous faites votre truc, quoi, parce que vous avez rien à perdre. Et puis moi, parce que j'ai fini, c'est la 2e raison pour laquelle j'ai fini par me dire, ok, de toute façon il faut le faire parce que t'as rien à perdre, tout est gagné, même si t'as l'impression de passer pour un con, même si t'as l'impression que t'es pas à ta place, que tu t'es un imposteur, tu le fais quand même, il faut jouer le rôle, aussi un peu par revanche par rapport à ceux pour qui c'était quasiment tout gagné d'avance. C'est jamais le cas, mais enfin... Ouais. Voilà. Et le problème de l'oral, c'était un problème que t'avais dès avant Toujours, je pense toujours. De timidité ou de... Pas de timidité, mais... Ouais,
alors plus générale, je pense. Alors, il y a une origine plus générale qui est peut-être psychologiquement de la grande difficulté que j'ai toujours eue, par exemple à regarder les gens dans les yeux quand je leur parle, donc quand même un certain nombre de choses qui sont liées à l'expression orale qui ont toujours été compliquées pour moi, et puis après scolaire, du point de vue académique, hein, parce que on me demandait d'expliquer des contenus à l'oral qui étaient extrêmement complexes, les épreuves étaient difficiles, voilà, donc c'est un peu la combinaison des deux. On m'a jamais vraiment appris à m'exprimer, voilà. Mais donc, tu l'as pas perçu comme handicapant avant d'arriver en prépa, c'est ça? Non, je pense pas. Je pense pas, aussi parce que typiquement le lycée était pas un endroit où à aucun moment on avait une forme d'exigence vraiment à l'oral, quoi. On ne demandait pas de t'exprimer de faire on m'a jamais demandé de faire un exposé au lycée, quoi. Et en gros les enseignants se contentaient de réponses brèves, lacunaires, de mots, quoi, de réponses, et ils disaient c'est bon, t'as donné la bonne réponse et ça va. Ce qui fait que je pense en plus j'avais pas forcément des mauvaises notes en oral, quoi, j'avais des bonnes notes en anglais et tout, parce qu'on me demandait de faire 2 phrases, quoi. Et du coup, et de façon très locale en répondant à une question. Et jamais de construire un discours, ou d'exposer des idées un peu complexes, etc. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, ni dans la famille. Du coup, logiquement, hein, ça a été hyper difficile. Et le truc tu disais que ça venait aussi secondairement des contenus, le fait que les contenus étaient difficiles et tout. Ça te gênait plus à l'oral qu'à l'écrit, ça? À l'époque, oui. Aujourd'hui, non. À l'époque, oui, je pense. Parce que à l'écrit, on avait plus de temps. Quand même des épreuves beaucoup plus longues dans lesquelles c'était voilà, puis on arrive un peu plus à faire illusion, et puis parce que la contrainte de l'oral et le fait qu'on est face à son examinateur fait que chaque chose dont on n'est pas certain ou qu'on trouve un peu nul va devenir un élément qu'on va censurer ou quasi censurer en disant je sais pas trop, mais en fait peut-être qu'on pourrait dire que machin, et alors qu'à l'écrit il est un peu plus facile de s'affirmer, ou en tout cas, même si on fait des périphrases, c'est moins pénible qu'à l'oral. Okay. Puis après, à l'oral, on commence à bafouiller quand on n'est pas sûr de soi, etc. Donc il y avait une sorte d'effet d'empirement, quoi. Ok. Et du coup, le concours, etc., comment ça s'est passé? Tu te dis que t'as eu l'ENS? Ouais, la deuxième année, la deuxième cagne. Comment ça s'est passé? Enfin, est-ce que c'était un truc... est-ce que c'était genre l'échéance stressante, ou est-ce que c'était un truc où genre t'es conscient pendant toute l'année que il va y avoir ça et oui, non, c'était effectivement surtout à l'internat avec tout le monde, c'était, et puis en classe à la cantine, c'était la seule chose pour laquelle on vivait, quoi. Globalement, le jour du concours était le seul horizon. Et d'ailleurs, je me souviens que c'était tellement douloureux de dire toutes ces années de travail qui vont être déterminées par cette semaine-là, quoi, la semaine de l'écrit puis la semaine de l'oral, en tout cas la dernière année, puisqu'il y avait plus de... Parce que la première cagne, on se dit, ouais, bon, au pire, il y a encore la cube, donc on se dit, allez, c'est pas grave si on loupe cette année-là. Quand t'arrives en cube, tu te dis, il y a pas d'année supplémentaire, enfin, en tout cas, tu peux pas qu'il y ait d'année supplémentaire, tu t'en peux plus, quoi. Et du coup, c'était tellement douloureux en se disant, qu'est-ce que je vais faire après, que je tenais le coup en me disant, c'est pas grave, j'irai élever des lamas au Pérou. Et vraiment, c'était un truc auquel je me tenais. Et alors, évidemment, je savais que ça serait pas réalisable, parce que ça se passerait pas vraiment. Enfin, c'était une fiction que je me répétais et à laquelle plus ou moins je croyais en me disant, c'est pas grave, je ferai complètement autre chose de ma vie et ce sera une vie hyper chouette. Pour me dire, je vais pas être complètement désemparé si j'ai pas mon cours, ou quand j'ai mon concours, parce que j'ai pas beaucoup d'espoir, je sais pas. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai vécu, par opposition, l'échec la première fois, quand j'ai pas été admissible à la première cagne, où je me souviens le jour des résultats, mais alors un truc, c'était le sol qui s'effondrait sous mes pieds, quoi. Et vraiment, et le sang. Ah ouais, mais si j'y croyais, au moins être admissible, tu vois. Okay. Et d'un seul coup, un truc du genre, j'ai plus d'horizon de vie, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai plus rien qui me raccroche à la vie, enfin vraiment des trucs, et en plus d'angoisse hyper profonde. Heureusement ça va pas durer très longtemps, tu vois, mais parce qu'on a construit tellement toute notre vie autour du concours, même si on sait que ça va être hyper dur, et qu'on a peu de chance de le réussir, que vraiment l'échec avait été un truc un peu de honte, clairement, un peu avec tous les copains qui avaient réussi, et puis de vraiment pour moi-même me dire qu'est-ce que je vais bien faire dans la vie, alors qu'en fait il y avait l'année suivante où on l'a repassé, tu vois. Donc, mais enfin je me souviens, ouais.
Et est-ce qu'il y avait un peu un truc de il faut pas trop que je montre que je suis déçue ou pas? Je me suis enfui. Je l'ai pas montré parce que le jour des résultats, du coup, j'étais à Paris et je me suis enfui en allant à Lyon, chez mon ami qui avait fait une prépa quelques années avant moi, qui avait aussi raté ses concours les 2 années, donc a fortiori la première du coup, et du coup chez qui je me suis réfugié pendant une semaine, 10 jours, qui m'a hébergé, avec qui voilà, et qui m'a dont j'ai une dette absolue, et du coup je me suis coupé de tout le monde, quoi. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. Après, en même temps, puis l'environnement était tellement compliqué parce que c'était l'intégralité de tous les gens que je connaissais, à part mon pote qui était mon voisin de chambre, quoi, qui était admissible, qui allait passer des concours, qui allait continuer, quoi. Donc, c'est-à-dire, je suis rentré alors, je restais à Paris, ça veut dire que j'allais être au milieu des gens qui avaient réussi en étant celui qui avait raté et tout. Ok. C'est le mot de la fin. Bah non, parce que du coup, tu l'as eu la deuxième fois. Ouais. Bah non, c'était une surprise, j'y croyais pas trop, je l'espérais mais j'y croyais à moitié. J'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance aux euros parce que je suis tombé en partie sur des sujets que je maîtrisais très bien, donc je pense que ça a beaucoup joué. Dans tous les cas, je le vois vraiment pas comme une sorte de victoire personnelle parce que dès le moment de la prépa et encore plus par la suite, j'ai assez vite un peu déconstruit toute l'idéologie liée au mérite, à la réussite scolaire qui est le témoignage de ton travail profond et de ton moi profond et de ta valeur personnelle. Et du coup, j'ai un peu assez vite eu un rapport assez décomplexé avec ça. J'ai profité pendant 5 ans de une situation à l'école à l'école normale extraordinaire, évidemment d'avoir un traitement pendant 4 ans, d'être payé, d'avoir une très grande liberté, de faire ce que je voulais, de vivre dans un endroit magnifique, euh, voilà, et puis en même temps je sais que ce statut-là de rentier intellectuel, comme je le dis, c'est-à-dire qu'on a passé un concours un jour et du coup on en obtient 4 ans de traitement à l'ENS, puis potentiellement une bourse de thèse qui nous fait 3 ans de plus, voilà, comment dire, j'ai été heureux de l'être et j'en ai profité, mais je me dis c'est juste pas possible de se contenter de ça dans la vie et de continuer comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu me sortir du milieu universitaire aussi, que pourtant c'est des gens qui bossent dans les universitaires et qui ont pas, et c'est tellement dur parce que c'est tellement précarisé que voilà, mais j'ai voulu passer à autre chose, quoi, mais à un moment me dire il faut que je fasse quelque chose qui va être un peu utile, et peut-être plus aller dans le sens de l'égalité de chacun face à l'institution scolaire et à la réussite sociale, quoi, pas la réussite sociale, enfin à l'égalité sociale, pas la réussite. Et du coup, ça, c'est des réflexions que tu as commencé à avoir en prépa En tout cas, sur la question du mérite, oui, clairement, c'est un truc qui m'a obsédé pendant une époque en me disant est-ce qu'on mérite ce qu'on fait, donc ça, oui. Sur l'idée qu'au fond je jouirais d'un statut particulier en arrivant à l'ENS et de ce statut de rentier intellectuel comme je dis, non, je pensais pas. J'y pensais pas parce que je l'avais pas vécu et pour moi ça restait un truc en me disant, vu le milieu duquel je venais, c'était moitié logique, moitié pas logique d'arriver à l'ENS, quoi. Mais en tout cas, c'était tellement incroyable d'arriver là. Je me disais, si j'arrive, c'est magnifique, voilà, c'est une immense joie, fierté, tout ce que tu veux, voilà. Et après coup, maintenant, je me dis, j'ai eu tellement de chance, mais il faut passer à autre chose, quoi. On peut pas vivre sa vie comme ça, sinon. Ouais. On peut revenir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer, que t'étais pas sûr si on allait parler du supérieur parce que ça comptait pas vraiment comme l'école. Ouais. Je pense que ça fait partie de l'école, en tout cas jusqu'à la prépa, parce que alors pour 2 raisons. D'abord parce que la prépa se déroule dans des lycées, donc effectivement, et dépend en partie de l'éducation nationale, donc institutionnellement, et puis du point de vue biographique, personnellement, il y a quand même une lancée. Du point de vue des disciplines que j'ai suivies, qui m'ont été enseignées en prépa par rapport à celles du lycée. Donc il y a quand même une forme de continuité, et puis dans mon histoire personnelle, comment est-ce que la prépa était tellement dure par rapport au collège, au lycée. Je pense que c'est pas totalement... c'est un des éléments qui définissent l'école, et c'est pas tout.
notamment, et donc du coup ce qui fait que je pense qu'il y a quand même une forme de discontinuité entre les deux, et la prépa c'est peut-être pas non plus l'école, parce que un des éléments fondamentaux qui définissent l'école, c'est bon, en gros, le fait que c'est accessible à peut-être pas à tout le monde au niveau du lycée, mais en tout cas à la plus grande partie d'une classe d'âge. Et clairement la prépa c'est pas du tout la même chose que le bac, quoi. Ou le bac où bon, plus de 70%, 80% d'une génération vont jusqu'au bac aujourd'hui. Bon, la prépa évidemment ça représente pas du tout la même chose, donc. Ah oui, donc tu disais pour la prépa en particulier, pas pour le supérieur en général? Bah pour le supérieur en général, parce que il y a et puis le supérieur est tellement éclaté dans ce que ça offre. Pas pour dire que tous les bacs sont que le secondaire et c'est la même chose partout, hein, vraiment pas. Mais il me semble que c'est des logiques tellement plus complexes. Point de vue institutionnel, puis le privé qui du coup a beaucoup plus d'importance évidemment dans le supérieur que dans le secondaire. Je sais pas si c'est l'école. Et puis en tout cas, passer la licence, c'est clair, on sort de la logique de l'instruction, qui est quand même celle de l'école, qui est encore celle de l'école aujourd'hui. Ça fait un peu Troisième République de dire l'école c'est l'instruction, quoi, l'instruction publique, mais on t'apprend des choses, quoi. Alors que arriver au bout d'un moment quand même dans le supérieur, la logique est plus trop celle de l'instruction, c'est soit d'obtenir un diplôme, soit de toi-même en tant qu'agent censé libre, capable d'utiliser ce qui t'est offert, de te construire une carrière. Donc on voit la perspective recherche à laquelle nous on a été un peu confrontés, ou simplement te débrouiller. Bon, c'est ce qu'on dit classiquement, hein, en disant que les étudiants sont vous n'êtes pas tenus d'aller en cours, les cours ne sont plus obligatoires, c'est vous qui faites vos choix. Donc du coup, il y a quand même un rapport même de discipline, enfin de pouvoir qui est très différent, je pense, par rapport à l'école. Ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu une autre perspective qui pourrait dire qu'avant le bac, c'est à la fois de l'instruction et de l'éducation. D'ailleurs, ça s'appelle l'éducation nationale, et puis l'instruction publique, etc. Et au contraire, dans le supérieur, il n'y a plus l'aspect éducation parce que t'es un adulte. Et c'est que de l'instruction, entre guillemets, parce que tu l'as pas vécu comme ça, toi? Non. En prépa, oui, mais en prépa... En même temps, la prépa, c'est tellement pas la norme du supérieur que bon... Si, évidemment, en prépa, on t'apprend des choses. Ouais. Évidemment. Même si, encore que la prépa Henri IV, il y avait quand même cette idée que vous êtes des bons élèves, vous êtes les meilleurs, machin, vous devez être capable de vous débrouiller tout seul, vous apprenez tout seul dans les bouquins, le prof, il fait autre chose, et il corrige les copies, quoi. Okay. Donc c'est ce qui était une des spécificités vraiment d'Henri IV, et je pense que les grands fonctionnaient un peu pareil, et du coup il y avait un certain nombre d'enseignants qui se déchargeaient un peu en disant de toute façon vous bossez dans les manuels et les bouquins et vous travaillez tout seul. Du coup il n'y avait même pas la logique d'instruction. Ouais. Effectivement sur l'aspect éducation tu as raison, même si l'aspect éducation au lycée comme apprentissage d'une conduite, je sais pas si ça occupe une si grande partie du lycée. Au collège, oui, mais et à l'école primaire, oui. Ça dépend des endroits. Ouais, je m'en rends pas compte. Ah, c'est compliqué l'école. C'est compliqué, et puis surtout, l'école, c'est tellement pas que l'école, parce que ça dépend de tellement d'autres sphères de la société. C'est pour ça aussi que je voulais en parler avec toi, parce que tu vois, t'es hyper conscient de... Ouais, bon, je suis conscient, parce que je sais pas si c'est la vérité absolue. Mais évidemment, parce que l'école, c'est tellement la famille. Je vais pas parler de la différence fondamentale de comment mes parents, et mon père et ma belle-mère, voient les stratégies liées à l'éducation pour moi et ma sœur, ma sœur qui a 3 ans moins que moi, et en comparaison avec les deux plus petits, mon frère et ma sœur, enfin qui sont mon demi-frère et ma demi-sœur, et donc vraiment, parce que le milieu social et culturel est légèrement différent, et à quel point les stratégies sont différentes, quoi. Et tout est beaucoup plus calculé, comment est-ce que la réussite scolaire est absolument nécessaire pour parvenir à une sorte de prestige, à une réussite sociale, etc. Évidemment, comme j'ai dit, parce que le milieu est pas le même, parce que le contexte économique est pas le même, et je pense qu'il y a un effet crise économique, et eux c'est des gamins qui sont nés au moment de la crise de 2008 ou juste après, et du coup les parents, ça de 2007 à 2010, c'est exactement ça, hein. Et du coup il y a le contexte il va pas y avoir du boulot il y a pas du boulot pour tout le monde, et puis c'est difficile, donc il faut se battre, et on est en compétition les uns avec les autres, donc évidemment complètement intégrer l'idée de la compétition. Ouais. Ça c'est terrible, parce que moi, je rêve d'une école sans notes, sans compétition, sans
voilà, l'obsession de l'évaluation, que moi j'ai eu une telle chance de ne pas l'avoir subi par mes parents, qu'à aucun moment ils avaient des attentes particulières sur les notes. Moi je m'en mettais un petit peu, parce qu'évidemment on est dans une atmosphère où c'est tellement important, mais moi je vois en comparaison les petits, l'obsession de la bonne note, d'être le meilleur de la classe et machin, qui est complètement débile. Alors les parents qui sont complètement obsédés par ça en plus, disant il faut avoir les meilleures notes possibles, sinon je sais pas quoi, le classement dans la classe. Et par rapport aux potes que t'avais peut-être du coup de ta génération mais pas de ta famille, t'avais l'impression que c'était comme ça pour eux des fois? Certains, mais aussi parce que on est dans un milieu particulier, en tout cas au collège. Au lycée pas du tout, j'ai pas l'impression du tout qu'il y avait de contraintes familiales sur les notes et les résultats. Au collège oui, parce que c'était dans la dynamique du collège privé, de faire en sorte que les élèves aient les meilleures notes possibles. Donc clairement, il y avait une grosse... Enfin, des parents qui majoritairement poussaient un maximum, qui rétribuaient les gamins quand ils avaient plus de 16. Quand j'ai plus de 16, mes parents me donnent 15€. Voilà, tu vois. Voilà. Et puis du coup, comment est-ce que du coup, la réussite est liée au fric, et donc comment est-ce que le rapport à l'école, bonne note est lié directement au fait d'obtenir de l'argent, donc symboliquement, bon bref, le truc derrière est catastrophique en fait. Voilà, donc oui, je pense qu'il y en avait un certain nombre qui avaient ça, mais peut-être pas autant que maintenant, ou massivement que maintenant, je pense. Enfin ouais, en tout cas c'est affreux quoi, et je suis très curieux de savoir comment ça fonctionne le lycée sans notes, et avec des couleurs là, tu sais, le code couleur et les compétences. Des smileys. Parce que évidemment, du coup, c'est ce qui est drôle, c'est la réaction que les parents ont eu, enfin tous les parents en général ont eu par rapport à ça, qui consistait à dire non, c'est affreux, on n'aura plus de notes, comment on saura si nos élèves ils ont réussi ou pas? Tu dis, bah tu verras si c'est vert ou rouge, tu verras s'ils ont réussi, tu vois. Parce que la note, c'est l'indicateur qui permet de classer, et donc qui est l'élément le plus déterminant, parce qu'en fait, ce que les parents attendent pour beaucoup, surtout des classes aisées évidemment, de leurs enfants, c'est pas juste d'apprendre des choses, de savoir faire des choses et d'être épanoui, mais c'est d'être dans les meilleurs, quoi. D'être les meilleurs pour réussir. Parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, parce qu'il faudra qu'il y ait des pauvres, et le but c'est que tes gamins soient pas des pauvres, soient des riches, du coup il faut réussir à se démarquer. Voilà. À quel point l'école est obsédée et fonctionne sur l'idée de séparer les bons et les mauvais, les élèves qui ont des facilités, ceux qui n'ont pas de facilité. Et moi-même, je sais que dans le récit que j'en ai donné tout à l'heure, j'ai un peu reproduit en partie ce truc-là. Et du coup, ma question, c'est est-ce que toi, tu l'as vu que t'étais le bon grain qu'on sépare de l'ivraie toi-même? J'ai senti que j'étais valorisé par mes enseignants. Moi, j'avais envie de réussir. Moi, une rare fois où j'ai eu des mauvaises notes au collège-lycée. La première fois que j'ai eu une mauvaise note, je pense au collège en peut-être quatrième, en français, où j'ai 8 sur 20, et où je me souviens, ça a été j'ai pleuré, hurlé, je dis quoi, mais la prof, pourquoi elle me fait ça, c'est affreux, pas à moi. Donc si quand même, parce que du coup, ça c'est pour une autre raison qui est plus l'association du résultat scolaire à la valeur de la personne. Et du coup, la mauvaise note, c'est que tu es une mauvaise personne, quoi. Donc l'espèce de moralisation de la note et du résultat scolaire, qui est bon, hein, qui est fondamental dans la façon dont on voit l'école. Le cancre, c'est à la fois le mauvais élève enfin, le mauvais élève, c'est exactement ça. Le mauvais élève, c'est à la fois celui qui a des mauvaises notes et qui fout le bordel, quoi. Et du coup, qui est mauvais, quoi. Donc voilà, et donc je pense que c'était plus dans ce truc là de dire avoir des bonnes notes c'est être une bonne personne, plutôt que avoir des bonnes notes c'est me sortir de la masse en étant non, et pas forcément de ta volonté à toi, mais de repérer que tu vois dans la classe il y avait ceux qui faisaient partie de la tête de classe et les gens qui étaient abandonnés par les profs. Je l'ai assez peu, non, vraiment non, parce que je pense que oui et non, oui à minima, parce qu'il y a quand même ce truc de dire les profs ils aiment leur tête de classe, ils parlent de la tête de classe, à quel point c'est important d'avoir une tête de classe qui tire le reste de la classe. Donc évidemment la métaphore elle est complètement elle va dans le sens de voilà, c'est ceux qui sont les gens éclairés qui tirent le reste de l'humanité, voilà. Et puis il y a ça, il y a parce que du coup moi je te posais la question de est-ce que t'as ressenti, parce qu'en fait tu disais l'école mais du coup plutôt dans le secondaire,
est faite de façon à diviser en gros les bons et les mauvais, Ouais. et à créer, tu vois, cette compétition qui se valide presque physiquement avec ce truc de l'orientation post-bac. Ouais. Mais... Même pré-bac, hein, parce qu'on n'en parle pas parce que, en fait, il y a déjà... Oui, les filières, voilà, etc. évidemment, Sûr, ça joue bien avant. Mais du coup, ma question, c'était, est-ce que ce truc-là se ressentait en vrai, tu vois, pendant ta scolarité? Parce que si tu dis que l'institution scolaire est faite comme ça et est faite pour ça... C'est compliqué. Alors, c'est compliqué parce que au lycée, oui. Je veux dire, au lycée, oui. Au collège, non. Au collège, non. À cause du collège dans lequel j'étais. Et je pense que quand on dit c'est quoi le meilleur collège de la ville, c'est le collège où on va faire en sorte de lâcher personne. Okay. C'est-à-dire et on te met dans un circuit ou dans des rails où on fait en sorte que tout le monde puisse continuer en allant dans un bon lycée à la suite et voilà. C'est-à-dire de perdre personne en route, c'est-à-dire les perdre, c'est-à-dire des gens qui vont aller faire des formations professionnelles, quoi. À cet âge-là. Et qui vont pas trop galérer après. Donc ils vont pas aller non plus en techno. Donc en gros, c'est-à-dire 100% des gens qui ont été dans le collège doivent aller à la suite en filière générale. On peut le dire comme ça. Au lycée, oui, mais les gens... Mais ça, c'était très étonnant. Pourtant, il y a clairement un truc de séparer. Pas les bons et les... C'est pas exactement les bons et les mauvais quand même, tel qu'on se représente en seconde, mais les cadres et les employés, quoi. Enfin, voilà. Et, c'est-à-dire les futurs cadres et les futurs employés. Okay. Voilà, au moment du truc entre les gens qui vont aller en STG, donc STG à l'époque, STMG aujourd'hui, donc en bac techno, et ceux qui vont aller en filière générale, a fortiori en S, quoi. Okay. Et très clairement, en seconde, il y avait... tout le monde acceptait ou se représentait ce truc-là. Ok. Mais sans que ça soit non plus en me disant une souffrance pour certains, oui, en disant non, je veux surtout pas aller en STG, mais le conseil de classe dit tu iras en STG. Donc il y a quand même ça. Évidemment, le redoublement, même chose. Enfin, c'est très compliqué le redoublement, mais en disant quoi, non, je refuse absolument de redoubler. Et du coup, en tout cas, évidemment, les filières, elles fonctionnaient s'il n'y avait pas un classement explicite entre la S, la ES, la L et la STG. Évidemment, ça c'était symboliquement, et tout le monde l'avait accepté. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout le monde l'accepte, ce classement-là. Enfin, l'accepter. Et on va voir ce que ça va donner aussi le bac général sans filière, mais bon, il y aura toujours la différence entre bac général, bac pro et bac techno, quoi. Donc, ouais. Et au sein d'une classe? Je sais pas, on était 12 copains, donc voilà. Okay. Mais non, je sais pas. Donc clairement, il y en avait qui avaient envie d'aller en STG en disant c'est un bon truc pour moi, tu vois, c'est-à-dire que j'aurai un boulot après qui va tout à fait me permettre d'avoir un niveau de vie équivalent ou meilleur que celui de mes parents et voilà. Donc c'était pas du tout, en tout cas il y en avait quelques-uns qui étaient un peu qui galéraient un petit peu en seconde et qui voulaient à tout prix quand même aller typiquement en S. Et les profs qui disaient vous allez pas y arriver, truc classique qu'on entend tout le temps. Ça évidemment c'est l'institution qui te dit t'as plus tes chances là, c'est fini, t'as été trié quoi, d'une certaine façon, voilà. Ou tu vas faire un bac S, bon tu veux pas y arriver, donc de toute façon tu seras trié après, tu seras voilà. Bon évidemment c'est hyper douloureux ça parce que c'est une manière en plus de te dire c'est quasiment toujours joué d'avance. C'est ça qui est terrible, c'est que et c'est pour ça aussi que je suis pas à l'aise avec le métier d'enseignant que je vais bientôt occuper, quoi. C'est de te dire, il y a tellement de choses de l'école qui sont jouées dans les premières années de scolarisation. J'ai l'impression dans les premières années de scolarisation, quoi. Ouais. Alors on me dit toujours, non mais des gens qui ont été ric-rac jusqu'au bac, et puis dans le supérieur ils se révèlent, et là c'est génial et tout. Bon évidemment il n'y en a pas tant que ça. Puis il y en avait peut-être il y a quelques années, je sais pas si on aura toujours beaucoup dans notre génération, et puis j'ai l'impression que... je vois les gamins là, je vois qui ont 10-12 ans et t'as l'impression que tu peux dire ce qui enfin quasiment jusqu'au bac quel va être leur parcours scolaire et puis quels sont les choix d'orientation qu'ils vont pouvoir faire au niveau du bac et les choses vers lesquelles ils vont avoir envie d'aller parce qu'ils vont valoriser ça. Eh bien, merci pour ces conclusions éclairantes. Merci à toi. Et puis du coup, bon courage pour merci. Le reste de ta vie. Merci beaucoup. Et merci à toi d'avoir écouté ce podcast.
Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et toutes les informations sont en barre de description. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode.